clé de l'inflammation, c'est l'œdème inflammatoire. Vous savez que c'est capital. Lorsque vous avez un patient en salle et que vous allez voir si ce patient a une inflammation, s'il a du liquide, par exemple, dans sa plèvre ou dans son ventre, une ascite ou un épanchement pleural, vous allez le ponctionner pour savoir si c'est un exsudat ou un transsudat, si c'est inflammatoire ou hémodynamique. Et donc là, c'est très important. Donc cet œdème inflammatoire, comme vous le savez, c'est un exsudat, c'est-à-dire l'issue des protéines inflammatoires en dehors du sang, ce qui est responsable du gonflement, bien sûr, lorsqu'on a une réaction inflammatoire dans un tissu, et du phénomène dit de pseudo-tumeur, hein, ce n'est pas une véritable tumeur, bien sûr, mais gonflement. Et donc cet œdème inflammatoire est un élément clé qui apparaît très tôt. La troisième lésion élémentaire, qui est importante pour nous sur le plan histologique, c'est l'adhésion et la diapédèse leucocytaire, c'est-à-dire ce passage des leucocytes depuis le milieu intravasculaire vers le milieu extracellulaire, et cette migration des leucocytes en dehors de la microcirculation. Vous l'avez vu en biologie cellulaire, je ne vais pas trop insister. Quand on parle de la congestion active, il faut savoir qu'il y a deux points importants. Le premier point, c'est qu'il y a une vasodilatation des artérioles et surtout l'ouverture de lits capillaires. C'est-à-dire qu'on va avoir plein d'ouvertures des sphincters. Il va y avoir, si vous voulez, au niveau des sphincters qui sont au niveau du capillaire, une ouverture de ces sphincters et donc une augmentation du flux sanguin. Et ce qui est important de comprendre, c'est qu'au départ, dans la réaction inflammatoire, vous avez une augmentation de la quantité de sang et donc une augmentation de la pression hydrostatique. D'accord ? C'est-à-dire que vous allez avoir un équivalent à la phase toute initiale de la réaction inflammatoire, un équivalent de transsudat. C'est-à-dire qu'au départ, vous avez une augmentation de la pression hydrostatique seule. Mais ce qui va se passer et qui est spécifique de la réaction inflammatoire, c'est que vous allez avoir une augmentation de la perméabilité vasculaire qui va faire partir toutes les protéines. Et ça, bien sûr, vous n'avez jamais ça dans un processus hémodynamique pur. Donc, vous allez avoir ensuite une fuite des protéines et donc une augmentation de la perméabilité vasculaire et un ralentissement de la circulation sanguine. Donc, au départ, il y a une petite augmentation de la pression hydrostatique, mais rapidement, ralentissement de la circulation et augmentation de la perméabilité vasculaire, et donc apparition, suite à la fuite de protéines, d'un exsudat. Il est lié bien sûr à la chute de la pression oncotique. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une augmentation de la pression hydrostatique qui pousse vers l'extérieur, chute de la pression oncotique pousse vers l'extérieur, et il y a une augmentation de la perméabilité vasculaire, et donc tout cela concourt à ce fameux œdème. Alors, qu'en est-il sur nos coupes histologiques? Voilà ici une coupe histologique de parenchyme pulmonaire. Vous reconnaissez ici les cloisons interalvéolaires. Ici sont les cloisons interalvéolaires. Ici, quelques vaisseaux sanguins avec les hématies dedans. Et qu'est-ce que vous voyez ici dans ces cloisons? Premièrement, on va voir qu'il existe des polynucléaires neutrophiles qui sont présents, quelque part qui témoignent de la diapédèse par rapport à la circulation capillaire alvéolaire, puisqu'ici vous avez l'interface entre les capillaires et les pneumocytes. On a du mal à voir puisque toutes les cellules sont un peu aplaties. Ici, vous avez les pneumocytes. Et vous voyez très bien que vous avez ici une margination, enfin un très grand nombre de polynucléaires neutrophiles. Donc on visualise de la diapédèse et vous voyez ici de l'œdème. Ici, on voit très bien un matériel en fait vitreux qui est en fait correspond à l'œdème, qui va combler les lumières alvéolaires. Donc vous faites ici un diagnostic d'œdème alvéolaire avec en plus des polynucléaires neutrophiles qui sont ici en nombre augmenté. Et il est vrai que si vous n'aviez pas les polynucléaires neutrophiles, vous auriez beaucoup de mal sur ce seule image à faire la différence entre un œdème hémodynamique et un œdème inflammatoire. D'accord ? Mais comme vous avez les polynucléaires ici qui suggèrent qu'il y a une diapédèse, c'est un deuxième événement et donc cela veut vraisemblablement dire que cet œdème est inflammatoire. Un point important, c'est de rechercher dans cet œdème, ce que vous voyez ici, c'est de la fibrine. En fait, vous le verrez très bien quand vous ferez vos coupes sur l'inflammation aiguë, c'est qu'en fait, il existe ici de la fibrine, c'est-à-dire du matériel protéique, et c'est ce qu'on appelle ici une alvéolite fibrino-leucocytaire, c'est-à-dire qu'il y a à la fois de la fibrine et des polynucléaires neutrophiles,
et cela, c'est typique d'inflammation aiguë. Vous voyez entre parenthèses ici, des vaisseaux capillaires gorgés de sang. Donc ici, on peut se suggérer qu'il y a une congestion, mais il est très difficile de dire que cette congestion est active. Par contre, le fait de voir des polynucléaires neutrophiles en très grand nombre, suggérant une diapédèse, le fait de voir de l'œdème inflammatoire et de l'œdème fibrineux est un argument très fort pour penser que cette congestion est active. Mais nous, histologiquement, on peut pas, quand on voit cette accumulation de sang, en dehors des lésions associées qui vont nous permettre de suggérer qu'il s'agit d'une congestion active, c'est très difficile sur une coupe histologique. Bon, adhésion et diapédèse leucocytaire, je vais passer très vite. Simplement, un point important sur le plan histologique pour nous. Comme vous le savez, normalement, les globules sont au centre de la lumière vasculaire. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Suite au ralentissement de la circulation, ils vont tomber et ils vont rouler. Il va y avoir de façon parallèle dans l'inflammation une activation des cellules endothéliales. Et ça, c'est un élément important du diagnostic. C'est-à-dire que cette activation endothéliale, on est capable de la voir histologiquement et de la reconnaître. Et donc, c'est un élément clé également qui va suggérer une réaction inflammatoire. En effet, dans un transsudat, quand la congestion est passive, vous n'avez pas d'activation de la cellule endothéliale. Donc, cette activation de la cellule endothéliale, c'est vraiment un élément clé de la réaction inflammatoire. Et donc, que se passe-t-il? Il y a une première phase de roulement puis d'adhésion qui va dépendre principalement des sélectines. Et ensuite, c'est une phase qui va être plutôt intégrine dépendante, qui va aboutir à la diapédèse et aller ensuite, grâce à la chimiotaxie, sur le site de l'inflammation. Donc, qu'en est-il de la diapédèse leucocytaire? La diapédèse leucocytaire, c'est donc la traversée de la paroi vasculaire par les leucocytes, comme on le voyait sur les coupes histologiques. Et quels sont les types de cellules impliquées? Dans les phases d'inflammation aiguë, le plus souvent, il s'agit de polynucléaires, et notamment de polynucléaires neutrophiles, dans l'inflammation aiguë la plus classique. Il peut s'agir également, parfois on va voir des monocytes qui sont en nombre inférieur, mais selon l'étiologie de l'infection, on va pouvoir voir différentes cellules, c'est-à-dire dans une inflammation virale, on aura par contre des lymphocytes en grand nombre. Quand on va retrouver une inflammation lymphocytaire, eh bien cela doit faire suggérer une inflammation virale, notamment. Ce n'est pas la seule cause, mais ce n'est pas classique pour une inflammation bactérienne d'avoir un afflux important de lymphocytes, alors que c'est beaucoup plus classique pour une inflammation virale. Vous le savez, dans des inflammations virales, il peut y avoir une hyperlymphocytose sanguine, parfois, et donc c'est important, selon le type de cellule, ça va orienter vers telle ou telle étiologie. Quand il y a des processus allergiques ou parasitaires, ce sont surtout des polynucléaires éosinophiles que l'on va voir. Donc voici ici un exemple d'inflammation aiguë. Vous reconnaissez ici très bien des polynucléaires neutrophiles en grand nombre, avec une inflammation ici avec de la fibrine et des leucocytes. Donc ça suggère une inflammation aiguë. Et vous voyez ici les vaisseaux sanguins. Et vous voyez que ces vaisseaux ont des cellules endothéliales. Au lieu d'être aplaties normalement, elles sont très turgescentes. Elles font hernie dans la lumière. Et donc ceci suggère, sur le plan histologique, une activation des cellules endothéliales. Et vous voyez que sous la cellule endothéliale de ce vaisseau dont je fais le tour ici, voici un vaisseau dont je fais le tour, bien, sous les cellules endothéliales, qui est ici le noyau de la cellule endothéliale, vous voyez ici des polynucléaires neutrophiles qui viennent de la lumière et qui vont en fait aller vers le site de l'inflammation. Donc cette diapédèse ici, des polynucléaires neutrophiles, qui suggère à elle seule, est un signe histologique de réaction inflammatoire. Une fois qu'après la diapédèse, c'est la phase de phagocytose, sur le site de la réaction inflammatoire, qui intéresse essentiellement les neutrophiles et les macrophages. Cette phagocytose, vis-à-vis d'un agent bactérien, nécessite un attachement et qui peut se faire soit en l'absence de sérum, en interaction directe avec la paroi bactérienne, soit parce que la bactérie est recouverte, vous le verrez en immunologie, d'opsonine, c'est-à-dire de certains fragments des immunoglobulines qu'on appelle le fragment FC, et d'une autre protéine très importante, un autre système qui est le système du complément, et notamment la fraction C3b du complément, qui va recouvrir la bactérie et qui va faciliter la phagocytose. Donc soit cette phagocytose se fait directement par interaction avec la paroi bactérienne, soit
parce que la bactérie est recouverte d'immunoglobulines ou de cette fameuse sous-unité du complément qu'on appelle C3b. Ensuite, la cellule va ensuite englober avec phagosome et phagolysosome, puis ensuite dégrader ces bactéries. Et là, il y a deux grands types de mort cellulaire. Soit une mort cellulaire avec production de radicaux libres, qu'on appelle oxygène dépendant, avec un système qui fait intervenir la myéloperoxydase. Il faut savoir que la myéloperoxydase est un enzyme clé à la fois des polynucléaires neutrophiles, mais également des éléments de la lignée monocyte-macrophage. Soit oxygène indépendant. Et il y a différentes protéines qui peuvent dégrader la paroi bactérienne, notamment le lysozyme, qui est sécrété par les polynucléaires et qui peuvent dégrader la paroi de la bactérie. Des agents qui chélatent le fer et qui empêchent, le fer est essentiel pour la survie de la bactérie et donc qui peut être ainsi bactériostatique. Et puis dans les lysosomes, vous avez les hydrolases acides qui vont dégrader les bactéries. Donc retenez, là ce n'est pas très important, retenez simplement que soit il y a production de radicaux libres, soit il y a d'autres mécanismes comme le lysozyme, la lactoferrine ou les substances comme les hydrolases acides. Une fois qu'il y a digestion, dégradation de la bactérie, si le processus évolue favorablement, il y a ce qu'on appelle la détertion. La détertion, c'est ce qui est nécessaire pour qu'il y ait une réparation. En effet, s'il n'y a pas une bonne détertion, il n'y aura pas une excellente réparation. Donc, qu'est-ce que la détertion? C'est un terme qui... La détertion, c'est l'élimination de l'ensemble des éléments étrangers, c'est-à-dire exogènes ou endogènes, et des structures cellulaires ou tissulaires nécrosées présentes dans un foyer inflammatoire. En effet, il faut à la fois, il y a des composants de l'hôte et bien sûr les composants de la bactérie. Des bactéries, si on prend l'exemple d'une bactérie, qui vont être dégradées. Il faut que tout ce matériel nécrotique puisse être ensuite détergé quelque part, c'est-à-dire éliminé. Et le risque, c'est que s'il n'y a pas une bonne détertion, ça c'est un point sur lequel j'insiste pour que vous compreniez bien pourquoi absence de bonne détertion peut être nuisible, c'est que si l'agent pathogène persiste, il n'est pas complètement dégradé, un processus inflammatoire peut, de façon chronique, évoluer vers la calcification. Et ce qui est très important, c'est qu'il ne faut pas que vous pensiez que parce qu'un processus est calcifié, il n'est plus potentiellement infectieux. Et quand je dis cela, je fais allusion notamment, vous le verrez quand vous serez en clinique de façon plus importante, chez les patients qui sont âgés notamment, il y a souvent des calcifications, à l'image à la radio de thorax, des calcifications des sommets pulmonaires, de l'apex du poumon. Ces calcifications de l'apex du poumon sont souvent des séquelles de tuberculose ancienne, inflammation par la bactérie de la tuberculose. Et en fait, ce n'est pas parce que la lésion est calcifiée qu'elle est automatiquement guérie. Et que de temps en temps, à l'occasion d'un déficit immunitaire chez cette personne, à l'occasion d'une pathologie autre, on peut avoir la lésion qui repousse. On va avoir autour de la calcification une lésion inflammatoire qui procède de nouveau, qui s'agrandit. Et cela est lié au fait qu'en fait, il n'y avait pas eu une bonne détertion. Donc ce qui est important, c'est qu'un foyer de nécrose peut évoluer vers la calcification, mais ça ne veut pas dire qu'il est stérilisé. D'accord ? Ça, c'est un point important. Ce n'est pas parce qu'on a fait une détertion, c'est pas parce qu'un processus est nécrotique puis calcifié qu'automatiquement, il est indemne d'agents pathogènes. Alors, dans les mécanismes de la détertion, ici, vous avez un schéma qui montre un petit peu les principales étapes. Apoptose des polynucléaires neutrophiles, puis phagocytose des corps apoptotiques par les macrophages qui vont eux-mêmes s'apoptoser, et l'œdème, on a vu tout à l'heure l'importance, drainé par la lymphe, l'importance de la microcirculation pour drainer de façon correcte l'œdème de l'inflammation. Et il existe tout un tas de médiateurs qui sont des médiateurs impliqués dans la résolution de la réaction inflammatoire. Ici, vous avez les principaux, interleukine 4, interleukine 10, interleukine 13, TGF-bêta. Vous n'avez pas besoin de retenir ces médiateurs. Alors, un autre point important, par contre, là, qui est
important à retenir, c'est que dans une réaction inflammatoire aiguë, il y a localement et de façon systémique. Localement, lorsqu'il y a un processus d'inflammation aiguë locale, on sait aujourd'hui que la cellule qui est la plus impliquée initialement sont des cellules, bien sûr, du système immunitaire inné, qui vont ensuite recruter le système adaptatif. Mais donc, les cellules innées qui jouent un rôle clé sont les monocytes macrophages dans un premier temps, qui vont interagir avec eh bien, les agents pathogènes à travers des récepteurs de type Toll-like ou de type NOD. Les autres cellules qui interagissent très vite, les plaquettes, les mastocytes. Donc vous voyez que les cellules impliquées localement, initialement, c'est surtout monocytes macrophages, mais également mastocytes et plaquettes. Et puis ces cellules, sous l'influence des produits bactériens, vont relarguer des médiateurs solubles qu'on appelle les cytokines d'alarme, les premières cytokines qui sont l'interleukine 1, les TNF, tumor necrosis factor et interleukine 6, qui vont agir secondairement sur les cellules endothéliales et les fibroblastes, qui vont ensuite faire venir tout le mécanisme d'immunité adaptative avec les lymphocytes, les plasmocytes, qui vont s'associer aux autres cellules de l'inflammation. Donc, vous avez, ce qui est important, c'est que dans un premier temps, monocytes macrophages, cytokines d'alarme, et ensuite activation d'autres cellules, puis inondation cytokinique. C'est-à-dire qu'il va y avoir l'organisme entier est complètement inondé de différentes cytokines, puisqu'il va y avoir toutes les cellules de l'inflammation qui vont apparaître pour lutter contre l'agent pathogène. Et le point important, c'est que vous le savez, mais je vous le rappelle, c'est qu'il y a une réponse métabolique de l'organisme entier au niveau du foie, et notamment la synthèse des protéines de la phase aiguë de l'inflammation, la CRP, vous le savez, le fibrinogène. Quand on dose chez un patient pour faire un diagnostic de réaction inflammatoire, on dose dans le sang eh bien, ces protéines de la phase aiguë de l'inflammation, car c'est elles qui vont nous permettre de faire ce diagnostic d'inflammation aiguë. Et puis il y a également, comme vous le savez également, une augmentation de la température centrale, notamment avec un rôle important des prostaglandines dans cette augmentation de la température centrale. Alors, on va voir aujourd'hui les principales formes anatomocliniques